Le libre arbitre face au déterminisme. Waouh! C'est un paradoxe absolument universel, une énigme qui touche vraiment à l'essence même de ce que signifie être humain. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, notre objectif va être de plonger dans le cadre de réflexion de Raef. C'est une vision profondément personnelle et philosophique. On va voir comment son expérience de vie, de l'enfance à l'âge adulte, a forgé une approche globale et surtout très apaisée de notre place dans cet immense univers. Alors plongeons directement dans le grand bain. Sommes-nous vraiment libres ? C'est le genre de mystère colossal qui a littéralement déconcerté les théologiens et les philosophes depuis la nuit des temps. Et en fait, c'est exactement cette question qui sert de point d'ancrage à toute la quête intellectuelle de Raef. Vous savez, ce sont ces interrogations existentielles, celles qui nous empêchent de dormir à 3 heures du matin, qui l'ont poussé à chercher inlassablement des réponses. Pour organiser un peu tout ça, voici le programme de notre analyse. On va commencer par explorer le paradoxe ultime. Ensuite, on fera un détour par les paysages et les ciels étoilés de son enfance. On abordera le lien fascinant entre technologie moderne et conception divine, puis on verra pourquoi il a rejeté l'idée du hasard et de la réincarnation. Et on terminera en beauté avec ce concept de la vie comme un grand programme d'études. Allez, c'est parti pour la première étape, le paradoxe ultime et ce fameux débat séculaire. L'essence même de cette quête, c'est une histoire d'équilibre. Un équilibre ultra délicat, pour être honnête. Comment trouver une harmonie entre un plan divin qui serait rigoureusement orchestré et notre propre autonomie humaine ? Pendant des années, l'objectif de Raef a été de prouver que ces deux concepts, qui ont l'air de s'opposer complètement sur le papier, ne sont pas forcément ennemis. Au contraire, ils pourraient s'entrelacer de manière super logique pour donner un vrai sens aux épreuves qu'on traverse tous. Passons à la deuxième partie, paysage et ciel étoilé, un voyage du Liban au Qatar. Imaginez un peu le choc thermique et culturel. On est un enfant d'à peine 10 ans qui passe soudainement des montagnes verdoyantes et de la diversité du Liban à la dureté absolue et à l'isolement du désert qatari. Ce bouleversement environnemental massif a agi comme un énorme déclic. Face à un contraste aussi radical, l'esprit se tourne inévitablement vers l'introspection. Ça a provoqué chez lui des doutes existentiels très profonds, remettant en question tout ce qui lui semblait normal jusqu'ici. J'adore cette citation, c'est tellement universel, on a tous entendu ce genre de superstition familiale un peu folle, non ? On pourrait se dire qu'une menace pareille effraierait un enfant, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Au lieu de regarder par terre, cette histoire de verrue n'a fait qu'attiser sa curiosité. Il passait des heures entières à scruter ces immenses ciels nocturnes du désert, si purs, si peu pollués, en essayant de percer les mystères de la voûte céleste. Et face à une telle immensité, les certitudes s'effondrent. On se heurte à un mur vertigineux. Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que concevoir l'idée d'une expansion vers un néant infini ? C'est en observant l'échelle monumentale du cosmos qu'il a compris qu'il fallait rejeter les visions du monde trop étriquées. Essayer d'imaginer des galaxies entières se précipitant dans le vide, c'est presque paralysant. Ça repousse littéralement les limites de ce que notre cerveau est capable de traiter. Ce qui nous amène à la troisième étape, technologie moderne et conception divine, de Londres et au-delà. En suivant cette chronologie, on se rend compte que chaque nouvelle décennie, chaque nouveau lieu, a ajouté une pièce maîtresse au puzzle. Il est passé des systèmes rudimentaires du Moyen-Orient à l'effervescence et l'efficacité des transports de Londres dans les années 70. Découvrir de nouvelles cultures et des innovations technologiques rapides lui a fourni un tout nouveau cadre de réflexion. La modernité n'était plus juste un outil, c'était devenu une lentille fascinante pour observer et repenser ce vieux paradoxe théologique. Et là, on a une comparaison tout bonnement brillante. Il considérait le fait d'observer un enfant développer son intelligence, construire sa logique, comme si on regardait le code source d'une conception intelligente prendre vie sous nos yeux. C'était l'ordinateur divin fait chair. À une époque où les premiers ordinateurs faisaient tout juste leur apparition, le cerveau humain, lui, est apparu comme le chef-d'œuvre absolu de l'ingénierie. Une telle complexité, pour lui, c'était impossible que ce soit une simple coïncidence. Enchaînons avec la quatrième section, le rejet du hasard et de la réincarnation à cause d'obstacles logiques. Prenez une seconde pour visualiser ça. Jeter des morceaux de bois et de métal au fond d'un ravin et s'attendre à ce qu'ils s'assemblent comme par magie en un bateau high-tech. C'est complètement absurde, non ? Eh bien, c'est exactement l'analogie frappante qu'il utilise pour démonter l'idée d'une création née d'un hasard chaotique. Avec son horlogerie ultra précise et ses lois physiques, l'univers requiert selon lui une véritable intention. L'évolution purement aléatoire n'est tout simplement pas une explication suffisante. Il a aussi exploré le concept de la réincarnation de manière très impartiale, mais là encore, ça a coincé mathématiquement. Prenons un exemple à l'humour un peu noir. L'idée qu'un vieil ennemi revienne sous la forme d'un chat, prêt à vous dévorer parce que vous êtes réincarné en souris, c'est une boucle infernale et sans aucune résolution. Et puis surtout, vu la quantité de mal présente dans l'histoire, le cycle ne devrait-il pas logiquement faire chuter la population humaine au profit de créatures moins évoluées ? Sa conclusion sur ce point est sans appel. La Terre en elle-même est un endroit incroyablement confortable et riche.
La misère, les camps de réfugiés, les guerres, tout ça, ce ne sont pas des condamnations divines ou des défauts de fabrication de la planète. Ce sont les conséquences directes et tragiques de la cupidité humaine. C'est l'abus des ressources. Le libre arbitre nous offre le choix de l'harmonie, mais c'est notre propre mauvaise gestion de ce libre arbitre qui s'occupe de créer le chaos. Allez, on arrive à la dernière étape de notre réflexion, la vie comme un grand programme d'études. Pour enfin réconcilier le destin et le choix, Raef a eu ce que je trouve être un véritable éclair de génie. Il a utilisé la métaphore d'un cursus universitaire. En gros, il y a le programme d'études, le syllabus, qui est préconçu avec ses épreuves incontournables. Ça, c'est le destin. Mais de l'autre côté, il y a la navigation individuelle. C'est l'étudiant qui, par ses efforts au quotidien, va déterminer sa réussite finale dans ce cadre. C'est ça, le libre arbitre. Du coup, ça amène une vision des choses vraiment réconfortante. Tout comme un sculpteur fait avec les outils qu'on lui donne, notre existence n'est jugée que sur l'effort qu'on fournit avec les bagages qu'on a reçus à la naissance. On a tous des limites physiques, intellectuelles ou financières qui nous sont imposées. Il n'y a donc aucune raison de ressentir une culpabilité écrasante pour des choses qu'on ne contrôle pas. Le plan divin s'accomplit simplement quand on fait de son mieux, point final. Pour clore ce décryptage, voici une idée qui mérite vraiment de s'y attarder. L'intersection entre notre volonté et les événements qui nous tombent dessus continue de tisser notre réalité de manière super complexe. La prochaine fois qu'une décision majeure se présente, demandons-nous quelle part de ce dilemme relève d'un choix pur et indépendant et quelle part est dictée en silence par les cartes qu'on nous a distribuées à la naissance. C'est une pensée assez vertigineuse et elle laisse la porte grande ouverte pour continuer à explorer les mystères de notre propre existence.